Bonjour Xavier Pascaud. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, grand spécialiste des États-Unis, et notamment sur les sujets de l'espace et de la défense. Alors la loi qui a créé la NASA, elle a été signée le 29 juillet 58 par le président américain de l'époque, c'était Dwight Eisenhower. Alors en 58, c'est la guerre froide entre les Américains et les Soviétiques. Et on peut dire qu'en tout cas dans l'espace, dans le domaine de l'espace, les Soviétiques avaient pris l'avantage. Les Soviétiques avaient pris l'avantage, donc avec la satellisation de leur fameux satellite Sputnik, le 4 octobre 57, et à la surprise un peu des États-Unis. Et ce qui se passait, c'était qu'en fait, dans cette période d'affrontement, eh bien, il y avait l'impression que le modèle soviétique, le modèle de société, presque était supérieur au modèle américain. Donc la NASA traduit une volonté de redresser cette image. Et quelques années plus tard, il va y avoir le premier homme dans l'espace, c'était Gagarine, encore un soviétique. 12 avril 61, une semaine après le désastre de la baie des Cochons, en plus. Donc là, les États-Unis sont au plus bas diplomatiquement et dans leur manière de communiquer. Et donc le nouveau président Kennedy, il va lancer, il va dire aux Américains, il faut qu'on soit sur la Lune avant 70. Voilà, il fait un fameux discours le 25 mai 61 qui annonce qu'avant la fin de la décennie 60, un Américain atterrirait sur la Lune, si on peut dire. Donc l'objectif, c'était de marcher sur la Lune avant 70, ils l'ont réalisé en 69. On va voir, en images, quelques-unes de ces images qui ont marqué ces 60 ans d'histoire spatiale américaine avec Jean-François Noulet de la RTBF. On regarde. Les premiers pas sur la Lune en 1969 sont une victoire des Américains sur les Soviétiques en pleine guerre froide. Une victoire célébrée en grande pompe après plus de 10 ans de course-poursuite. Les Russes avaient remporté les premières manches, premier satellite dans l'espace en 1957, puis premier mammifère, puis premier homme dans l'espace. Piqués au vif, les Américains créent la NASA. Le 29 juillet 1958, le programme spatial Apollo est lancé dans le but d'envoyer des hommes sur la Lune. Avec les missions qui s'enchaînent, la victoire politique ouvre d'autres perspectives scientifique, l'homme est capable de quitter la Terre, il prend du recul et découvre sa planète sous un autre œil. La Terre est perdue dans l'immensité de l'univers, l'exploration se poursuit avec l'envoi de nombreuses sondes et robots qui font progresser la connaissance du système solaire et de l'univers. On s'est rendu compte qu'en fait, tous ces objets qui étaient dans le système solaire, qu'on voyait un peu comme des rochers où il ne se passait pas grand-chose, ils sont extrêmement actifs, il y a des ingrédients de la vie un peu partout, ce sont des mondes à part entière, donc ça a vraiment totalement bouleversé notre vision du système solaire. Et puis évidemment, il y a l'univers. Alors dans l'univers, là aussi, notre vision de l'univers a complètement changé. On a par exemple découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait. La technologie nécessaire pour les explorations spatiales a aussi fait évoluer notre quotidien. Quand on a le télescope spatial Hubble qui a des problèmes au niveau de ses images, on invente des algorithmes pour améliorer ces images. Et puis ceux-là vont être utilisés pour améliorer les images médicales. Donc on a vraiment des applications dans notre vie de tous les jours. Plus prosaïquement, on a également la météo. La météo sans satellite, ça serait devenu impossible. Bêtement, le fermier qui va dans son champ, maintenant peut utiliser des images satellites en temps réel pour savoir quel endroit de son champ il vaut mieux qu'il mette de l'engrais plutôt qu'un autre. Bref, on a énormément d'applications qui sont dans notre vie de tous les jours. L'histoire de la NASA, c'est aussi des échecs comme des explosions de navettes, des incidents qui ont précipité la fin des vols spatiaux habités organisés par la NASA. Depuis, ce sont des lanceurs russes qui acheminent les astronautes américains vers la Station spatiale internationale en attendant que des sociétés privées soient capables de le faire. L'un des prochains principaux objectifs de la NASA, c'est le voyage habité vers la planète Mars. Alors on va reparler des navettes, on va reparler de Mars, mais à l'époque, en fait, dans les années 60, la NASA avait un budget incroyable. Vu que c'était à peu près 5% c'est un peu moins de 5%, effectivement. Du PIB américain. 4% du PIB américain. Ouais. Et ce qu'il faut voir, c'est que la NASA correspondait, et la mission Apollo correspondait à c'était une mission sacrée pour les États-Unis dans cet affrontement bipolaire. Et d'ailleurs, ça a failli coûter à la NASA sa survie, parce qu'en réalité, dès lors que le premier Américain a atterri sur la Lune, on ne voyait plus tellement d'utilité à l'agence, puisqu'elle avait une mission politique. C'est ce qu'on appelle une mission agency, une agence de mission. Ouais. Et elle va se battre pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, la NASA, c'est une agence civile, mais il y a évidemment des passerelles entre la NASA et le Pentagone, entre le civil et le militaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le premier budget spatial n'est pas le budget de la NASA, mais c'est le budget du Pentagone, puisque le budget est dual, comme on dit aujourd'hui, civil et militaire. Et évidemment, il y a toujours eu des ponts, ne serait-ce que les premiers astronautes étaient tous des militaires. Et puis, bien sûr, manœuvrer dans l'espace, faire des stations, emmener des hommes, étudier ce qu'on peut faire dans l'espace à partir des satellites, ça a beaucoup intéressé les militaires.
Alors, avant de parler de l'avenir, reparlons deux mots de ces navettes. Donc, il y a eu les deux explosions de Columbia et Challenger. 86 et 2003. Voilà, c'est 14 morts, je crois, au total. Et c'est un vrai échec pour la NASA. C'est un vrai échec, d'autant que cette navette spatiale est un programme qui est mal né. C'est un programme qui était en fait censé faire la navette entre une base spatiale en orbite, une station qui serait devenue une base avec près de 100 personnes en orbite. Et on avait, à l'époque où la navette a été imaginée par la NASA, l'idée qu'on serait sur Mars en 86. Et l'administration Nixon, à l'époque, qui va prendre la décision de bâtir la navette en 72, va en fait rayer d'un trait de plume et l'idée d'aller sur Mars et l'idée même d'avoir une station spatiale. On a dit la navette, c'est un taxi pour nulle part. Oui, c'est ça. Elle a servi à quoi finalement? Eh bien, elle a servi finalement à tester la réutilisation, ce qu'on appelle la capacité à faire revenir un vaisseau et à le réutiliser. Mais évidemment, son grand objectif, c'était surtout de diminuer les coûts de transport et ça ne s'est pas du tout avéré tout à fait réel. D'autant plus grave qu'aujourd'hui, en fait, on l'a dit dans le reportage, c'est que les Américains, ils n'ont plus de lanceurs pour les vols habités. Par exemple, les astronautes américains, ils partent avec des fusées Soyouz. Ils dépendent des Russes, absolument. Ce qui est assez et c'est la raison pour laquelle on a confié, et notamment la présidence Obama, à des acteurs privés comme Elon Musk ou d'autres, le soin de préparer ces futurs vaisseaux. Alors la Lune, on l'a dit, il a été abandonné par les États-Unis en 72, après la fin du programme Apollo. Et là, plus personne ne voulait y aller, en tout cas côté américain. Et là, le président Trump a laissé entendre qu'il faudrait retourner sur la Lune. Voilà, alors c'est un peu un jeu de ping-pong à chaque fois entre les présidences. George W. Bush, qui ne s'intéressait pas du tout au spatial, a été confronté à deux problèmes en 2003, l'accident de Columbia, la navette spatiale, et puis aussi le premier taïkonaute, le premier astronaute chinois en orbite. Et donc il a pris la décision en 2004 d'annoncer un retour vers la Lune. Retour que Obama s'est empressé, auquel il s'est empressé de mettre fin. Et donc Donald Trump, on a l'impression, il retourne parce qu'Obama avait précisément mis fin à ce programme. Ouais, là aussi. Et il y a un intérêt scientifique à retourner sur la Lune? Alors, l'intérêt scientifique n'est pas avéré, il faut être très clair. En revanche, effectivement, si on a la perspective d'une exploration habitée lointaine, le fait d'aller sur la Lune, de même faire, et c'est le projet aujourd'hui, une station en orbite lunaire où les astronautes seront hébergés, pourront faire la navette entre la surface de la Lune cette fois et la station, eh bien, c'est une sorte de familiarisation avec les voyages de longue durée. Donc, d'une certaine manière, il y a une petite perspective stratégique. Il y a des choses à exploiter sur la Lune, dans le sous-sol lunaire? Dans le sous-sol lunaire, pas tellement. On parle surtout de l'hélium-3 qui pourrait être un combustible de ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Bon, il se trouve que pour exploiter beaucoup d'hélium-3, il faudrait traiter beaucoup de sol lunaire, ce qui supposerait des usines sur la Lune. Enfin, on n'en est pas là aujourd'hui. C'est pas pour demain. Non. Alors, un des autres objectifs, et pas seulement des Américains, d'ailleurs, c'est la planète Mars. Oui. Elle a aussi quel intérêt d'aller sur la planète Mars? Alors, elle a d'abord un intérêt scientifique pour la communauté scientifique, pour mieux comprendre comment se sont formées les planètes et in fine, comment s'est formée la Terre, comment a évolué la vie sur Mars. On dit que Mars a hébergé la vie, puis aujourd'hui, ce serait éventuellement un monde sans vie. On annonce désormais peut-être la présence d'un lac, mais tout ça n'est pas avéré. Une eau très salée, apparemment. Une eau très salée. Bon, mais c'est vrai qu'on peut trouver des bactéries éventuellement dans des coins terrestres très salés et très profonds. Donc, on peut imaginer ça. Mais surtout, ça entretient ce rêve, eh bien, peut-être pour l'humanité, de sortir de son berceau, comme disait Tsiolkovsky, un savant russe, qui disait finalement, l'humanité a comme berceau la Terre. On n'a jamais vu un bébé ne jamais quitter son berceau. Maintenant, on sait très bien que l'installation sur Mars, ce sera de toute façon très compliqué. Alors, il n'y a pas encore eu d'homme, évidemment, sur Mars. On peut l'imaginer, quoi, pour dans 10, 15, 20 ans? On l'imagine traditionnellement depuis 50 ans pour dans 30 ans. Donc, ça recule d'autant. Par contre, ils ont envoyé plusieurs robots mobiles, des rovers, comme on dit, qui nous ont donné des images fantastiques. Par exemple, il y a eu Pathfinder, Opportunity, Curiosity, qui est toujours sur place, d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que les progrès réalisés en robotique, en intelligence artificielle, etc., pourraient être, d'une certaine manière, en train de disqualifier la présence humaine. Alors, même si la présence humaine aura toujours un aspect symbolique très important, et peut-être quand même un aspect, je dirais, d'intelligence un peu différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les robots sont très tentants, c'est moins cher, ça ne craint pas les radiations, et ça fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, disons, à l'agenda de la conquête spatiale? C'est notre système solaire, on essaye d'aller de plus en plus loin? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, et ce qui a été dit d'une certaine manière dans votre reportage avec les sondes Voyager, il y a la communauté scientifique qui, elle, est très cohérente, très organisée et qui fait de très beaux programmes. Et là, c'est vraiment de la recherche scientifique. Et puis, il y a la partie habité, vol habité, où là, ça a toujours été plus contesté, très cher, très coûteux, éventuellement dangereux. Mais il y a cette idée, effectivement, d'exploiter, enfin, d'aller et visiter notre système solaire, Mars, bien sûr. Et puis, maintenant, on voit des projets d'exploitation, éventuellement, de richesses naturelles sur les astéroïdes ou ailleurs. Avec un partage des rôles, vous avez fait allusion tout à l'heure, entre le public et le privé, avec une part de plus en plus importante du privé. Voilà, c'est la grande nouveauté. On se rend compte qu'aujourd'hui, des acteurs capables de mobiliser beaucoup de fonds font concurrence à l'agence spatiale. Il y a encore quelques années,
seule une institution comme une agence spatiale pouvait avoir des capacités, une vision. Aujourd'hui, on voit des acteurs de l'Internet notamment, mais pas seulement, Jeff Bezos, Elon Musk, avoir aussi ces capacités, cette vision. Elon Musk a sa propre vision du voyage vers Mars, et la relation entre l'agence spatiale et ces nouveaux acteurs sont quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que les budgets publics, évidemment, ont diminué d'autant entre-temps. Voilà, alors même si le budget de la NASA reste quand même très élevé et peu affecté par ces éléments. On peut dire aussi que l'espace est aussi un enjeu de recherche et développement, et là on rejoint la question du début, pour le civil et pour le militaire, les deux vont de pair. Voilà, alors ça, je dirais, c'est la part de l'espace vers la Terre. C'est-à-dire que les applications qu'on tire de l'espace vers la Terre, d'abord, l'espace, ça reste des satellites qui sont capables aujourd'hui d'une vision globale, et puis ce sont des retombées technologiques, effectivement, et médicales de tous ordres. L'agence spatiale européenne, pas l'agence spatiale, je parlais de la station spatiale internationale, ça c'est aussi une station dans laquelle les États-Unis, la NASA a participé, mais pas seulement les États-Unis. Alors voilà, c'était un projet de coopération internationale, et l'ESA a contribué notamment en nature avec des vaisseaux qui sont allés se raccorder à la station, des modules, etc. On a eu le projet, c'est un programme qui a été long à naître, on a eu le projet d'y faire des médicaments d'un nouveau type, de nouvelle nature, de faire des alliages, tout ça a été un peu déçu quand même, les attentes. Et donc aujourd'hui, le problème de la station spatiale, c'est qu'on avait l'impression qu'on y envoyait des astronautes qui faisaient certes des expérimentations scientifiques, mais surtout qui permettaient de maintenir en condition la station. Donc aujourd'hui, il y a eu une révision un peu de tout ça, et le projet lunaire prend un peu la place de Donc finalement, il y a eu pas mal de déceptions. Il y a eu les navettes, la station spatiale internationale. Voilà. C'est très coûteux. Tout ça est très coûteux et quand même très dangereux, même si ça a entretenu quelque part le rêve de l'exploration humaine. Merci Xavier Pascaud. Je signale d'ailleurs votre dernier livre, Le Nouvel Âge spatial, on est en pleine dedans, de la guerre froide au New Space. C'est aux éditions du CNRS. Merci beaucoup d'être venu dans le 64 minutes.